un Bouge la France éclectique ce soir. On parlera des jeunes et l'alcool, de la rébellion de la droite, des conditions de vie des personnes âgées et d'art contemporain. Bouge la France où l'économie est également présente et ces milliards encore promis par le président Sarkozy pour soutenir une activité flageolante. Explications et éclairage. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud est ce soir comme tous les soirs sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui différentes mesures pour relancer l'économie dans un contexte évidemment qu'on connaît. On en parle assez souvent ici le soir. Donc l'économie ralentit et elle continuera à ralentir, a-t-il dit. Un tableau quand même relativement noir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer une fois qu'on a dit ça? Alors une fois qu'on a dit ça, le président, je crois, a résumé ce soir l'ensemble de son arsenal anti-récession. Reste à savoir si ça va marcher. Alors vous savez que ça avait commencé par l'idée, on va débloquer via la Caisse des dépôts et consignations 22 milliards d'euros pour les petites et moyennes entreprises. 8 déjà ont été débloqués. Puis après, il y a eu la création de ce fonds de recapitalisation des banques, 40 milliards, puis ce fonds de garantie publique lorsque les banques prêtent de l'argent à l'économie, 320 milliards d'euros. Et le président a dit, avec tout ça, je pense qu'on pourra débloquer sur 3 ans 175 milliards d'euros, ce qui est une somme absolument considérable dans l'économie française. Et puis il a ajouté à cela, si les investissements à partir d'aujourd'hui seront dégrevés de taxes professionnelles d'ici à 2010, ce qui correspond à peu près à un avantage fiscal de l'ordre d'1 milliard d'euros. Donc voilà, on a à peu près maintenant l'ensemble de l'arsenal en place. Alors il a également dit que tout cela ne coûtera pas un seul sou dans les dépenses publiques, ce qui est quand même assez étrange parce qu'on voit qu'en temps de crise, l'État c'est comme un bon garant, on l'a vu avec les banques notamment. Tout à fait. Alors justement, d'où vient cet argent ? Ce n'est pas de la dépense publique, a dit le président. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour l'essentiel, ça sera pour l'essentiel de la dette publique. Et là va s'ouvrir, je dirais, un débat assez technique avec la Commission de Bruxelles, puisque vous savez que... L'éternel débat. Éternel débat. Est-ce que c'est... Alors le président a dit, c'est pas exactement de la dette, puisque l'endettement de l'État aura une contrepartie, par exemple, dans les participations qu'il peut prendre dans les banques, ou bien ce sera... On peut appeler ça de l'investissement. Exactement. Ou bien on ne rentre pas dans le pacte de stabilité. Enfin, c'est son opinion. On peut dire également que cet argent est prêté. Cette dette sera reprêtée, donc remboursée, donc c'est pas exactement de la dette. Donc il y aura quand même un débat, on n'évitera pas, je pense, le débat technique. Est-ce qu'on doit comptabiliser dans la dette publique l'ensemble des sommes que l'État viendra emprunter pour permettre l'irrigation de l'économie. Donc ça c'est un débat. Et on peut estimer que normalement là-dedans il y a 100 à 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires de mon point de vue qui s'ajouteraient à 1000 milliards dont l'État est déjà débiteur. Il y a un fonds souverain français qui va voir le jour. Comment il va fonctionner? Comment il va être alimenté? À quoi il va servir? Alors ça, c'est la grande nouvelle de la journée, effectivement. C'est la constitution de ce fonds souverain. C'est une très vieille idée de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, avant-hier, il avait évoqué cette idée en disant qu'il faut créer un fonds souverain européen. Les Allemands ont dit nein, pas du tout, pas question. On dit puisque vous voulez pas d'un fonds souverain européen, je vais créer le mien. De combien sera-t-il doté? On peut penser d'une centaine de milliards d'euros. À quoi va-t-il servir? Il doit servir à permettre aux entreprises d'être défendues via l'État. Vous savez aujourd'hui que les entreprises sont massacrées en bourse. Elles peuvent être achetées pour une bouchée de pain par n'importe quel prédateur qui rôde. Et l'État, sur des entreprises stratégiques, veut s'assurer qu'il puisse défendre ces entreprises. Qu'est-ce qui pourrait constituer ce fonds? Essentiellement la Caisse de dépôt et consignation, mais on peut penser également le fonds de retraite. C'est un fonds souverain comme un autre, comme dans d'autres pays. Et puis également l'ensemble des participations publiques que l'État a dans une flopée d'entreprises qui, elles, se montent à une 150aine de milliards d'euros. On peut penser donc une recomposition de l'ensemble des moyens d'intervention publique qui existent déjà pourrait constituer ce fonds souverain à la française qui est, encore une fois, une très très vieille idée dans la conception de Nicolas Sarkozy qui veut se battre dans la guerre économique et contre la récession. Merci beaucoup Jean-Louis, puisque vous avez évoqué la bourse, je lis la clôture à Wall Street, c'est avec le Dow Jones qui a plus de 18 et le Nasdaq
moins 0,63. Continuez à baisser le Nasdaq. Il avait perdu moins 4 hier et ça continue. Bref, voilà pour clore le chapitre économique. On va passer maintenant à l'alcool et les jeunes. On appelle ça du binge drinking ou comment atteindre l'ivresse le plus vite possible. Le phénomène prend en France des proportions inquiétantes. L'État décide de réagir en interdisant la vente d'alcool aux mineurs. Ces mesures seront-elles efficaces? Réponse tout de suite sur le plateau de Bouge la France avec autour de Pierre Sled, Isabelle Sokolov. Elle est alcoologue à l'hôpital de Saint-Cloud. Et André Terra, il est restaurateur, il représente le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs. Voilà, on est tous en place. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir à tous les deux. Roselyne Bachelot donc veut s'attaquer à cet alcoolisme des jeunes dans le cadre de son projet, notamment le binge drinking. Alors ça, c'est une mode qui vient à la fois du Royaume-Uni, des pays nordiques également, qui frappe beaucoup chez nous. Les chiffres sont d'ailleurs très inquiétants. Il y a vraiment une recrudescence énorme. Les ivresses répétées concernaient plus d'un quart des jeunes en 2005 contre 19% seulement en 2003. Donc ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi il y a cette augmentation, Isabelle Sokolov? Je crois que les jeunes, comme toujours, recherchent à braver l'interdit. Et comme il n'y a plus beaucoup d'interdits... Mais ça, c'est pas nouveau, ça a été... C'est pas nouveau. C'est vrai depuis non, mais comme toujours. Autrefois, moi je me souviens, on n'avait pas le droit de rentrer après 11h30 du soir. Après, c'est les soirées où l'alcool était caché dans les placards. Maintenant, les enfants font un peu ce qu'ils veulent, tous les jeunes. Et puis maintenant, c'est se défoncer au maximum, dans un minimum de temps, parce que c'est une des explications. Mais pourquoi le binge drinking spécialement? Parce que ça pourrait être du vin, ça pourrait être... Le binge drinking, c'est avec tous les... C'est pas simplement avec des alcools forts, ça peut être aussi avec de la bière, avec un mélange d'alcool, et c'est s'alcooliser le plus vite possible en un minimum de temps. Il y a une raison économique aussi? Je crois pas. Non? Je crois que c'est une question de mode. Ouais. Et une question parce que c'est pas bon a priori, j'imagine. Je crois que mais ils prennent pas l'alcool pour le goût, ils prennent l'alcool pour les... Parce que moi je trouve que l'alcool c'est bon. Enfin, je veux dire, je suis pas contre la vente des alcools. Oui, ça on peut n'est être pas bon. là pour avec modération. pas une ça peut être très bon. ayatollah de l'abstinence. Alors André Terrail, puisque vous représentez le syndicat national des hôteliers restaurateurs, vous êtes confronté, j'imagine, à ça tous les jours. Vous avez noté cette évolution de la commande des jeunes? On l'a pas noté dans la restauration même. Je pense que c'est surtout à l'extérieur. On a tous vu et entendu, aussi bien vu des commentaires et vu à l'extérieur un petit peu ce qui pouvait se passer. Je pense que pour parler du Sinorca et donc de la profession des cafés, hôtels et restaurants, on est tout à fait conscient du problème et je pense qu'on sera tout à fait d'accord là-dessus. On est assez favorable à l'interdiction de vente aux mineurs. Maintenant, pour parler des... Ça, c'est la mesure que préconise donc Roselyne Bachelot, c'est carrément interdire l'alcool, la vente de l'alcool à partir en dessous de 18 ans. Tout à fait. Maintenant, ne nous trompons pas de cible non plus. Les cafés, hôtels et restaurants ne représentent que 30% de la vente d'alcool, et c'est peut-être dans ce cadre finalement réglementé que se font le moins les excès. Finalement, donc c'est peut-être pas là que la consommation est la plus dangereuse. C'est plus cher parce que évidemment. Tout à fait. Alors les jeunes vont pas consommer dans les hôtels et restaurants et les cafés d'abord parce que ça coûte cher. Ensuite parce qu'il y a un cadre réglementé. Ensuite parce que le gérant est responsable devant la loi de ce qui peut se passer dans son restaurant. Il y a eu plusieurs condamnations. Tout à fait. Il y a même une jurisprudence, etc. suite à des accidents de la route. Donc il a une responsabilité vis-à-vis de la consommation qui est faite dans son restaurant. Donc c'est peut-être pas dans les hôtels, cafés et restaurants que va se faire justement cette consommation, le binge drinking dont on a parlé, ou cette consommation justement dangereuse qu'on cherche à éviter. Est-ce qu'il y a un manque d'éducation à l'école, je pense de prévention? D'abord, à l'école, maintenant, il y a quand même le cannabis, dès l'âge de 11, 12, 13 ans. Oui. Et on sait que c'est un terrain favorable pour après l'apparition aussi des dépendances beaucoup plus... cannabis, de alcool. Cannabis, alcool, mélange cannabis, alcool. Et je pense qu'à l'école, il devrait y avoir beaucoup plus de prévention
Oui, parce qu'officiellement, il y a pas grand-chose. Selon les écoles, il y a des avertissements, etc. On surveille évidemment, mais il n'y a pas vraiment de cours qui sensibilisent à cela. Si, il y a des cours, mais il y a 2 heures, 2 heures par an. Oui, c'est ça, et puis je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de surveillance. Et moi, je sais pas, j'avais discuté une fois avec je me souviens, c'est un garagiste, il m'avait raconté, il était à côté d'un lycée très connu de Saint-Cloud, et il me racontait qu'il voyait tous les jeunes dans le parc du lycée qui se prenaient une bouteille de vodka et qui se fumaient un joint. Et donc c'est absolument incroyable qu'il n'y ait pas plus de surveillance. J'en profite pour montrer votre livre que vous avez coécrit avec Mylène de Mongeau, Le piège, celle qui raconte, celle qui soigne également, les deux. Donc c'est le même phénomène justement, les adultes et les jeunes, ou c'est vraiment 2 phénomènes complètement à part? Est-ce que ça se traite de la même façon? Je pense pas que ça se traite de la même façon, c'est-à-dire que pour les jeunes qui sont dépendants de l'alcool, et là malheureusement on en voit de plus en plus, parce que moi j'ai commencé l'alcoolologie il y a quand même une trentaine d'années, et à ce moment-là on voyait pas de jeunes de 20 ans, 25 ans, maintenant on en voit de plus en plus, et c'est souvent des jeunes qui ont fumé du cannabis avant de prendre de l'alcool. Mmh. Mais maintenant, on voit des jeunes qui commencent à s'alcooliser à 11 ans, 12 ans. Enfin, plus les jeunes s'alcoolisent tôt, plus ils risquent de devenir dépendants tôt. Bon, il y a les risques de dépendance, il y a le risque d'accident de voiture, il y a le risque aussi des transmissions sexuelles, enfin des problèmes sexuels avec les grossesses pour les filles et puis les maladies, le HIV, etc., le sida. Et puis il y a les accidents, les violences. Est-ce que vous, dans les restaurants, les cafés plus exactement, vous êtes spécialement vigilant? Ou il y a un laxisme pour lorsqu'il y a un jeune qui vient pour éventuellement lui vendre une bière, parce que c'est de l'alcool par exemple? Je pense que nous le sommes. Maintenant, je peux pas parler pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions regrettables. Mais de manière générale, aucun café, aucun hôtel, aucun restaurant n'a intérêt à ce que une partie de sa clientèle atteigne un niveau d'ivresse qui soit dangereux. Oui, qu'elle soit jeune ou pas jeune, de toute façon. Voilà, qui soit dangereux, qui de toute la manière. Sauf que jeune, ça vient plus rapidement, en principe. Exactement, qui de toutes les manières met tout le monde mal à l'aise et n'est absolument pas intéressant pour son chiffre d'affaires. Donc de toutes les manières, nous n'y avons absolument pas intérêt. Encore une fois, le restaurant ou le café, l'hôtel, même dans une certaine manière, vraiment le bar est aussi un lieu d'éducation et de surveillance. Donc il faut absolument pas, alimenter l'interdit, en créer, le diaboliser, parce que ça, justement, nous, on pense que ça peut avoir un effet contre-productif envers les jeunes, justement, les sortir de ce cadre réglementé, justement, et ne pas avoir de surveillance. On a parlé d'éthylotest, par exemple. Le Synorca est extrêmement contre. Les gérants, les responsables de bars, cafés et restaurants ne sont pas des policiers. Il faut savoir qu'en France, pour demander une pièce d'identité, il faut avoir un pouvoir de police. Mais alors, juste comment faites-vous si vous avez un jeune, on va dire, qui vient, qui vous demande de l'alcool? Il a, entre 16 et 19 ans. Allez savoir exactement quel âge il a. Alors actuellement, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de demander une carte d'identité, déjà pour commencer. Ensuite, c'est une relation de confiance, si vous voulez. Si il s'agit de prendre un verre de vin, un verre de bière, et que la personne est tout à fait en état ou tout à fait clair, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Oui, mais maintenant, si il en fait 19 et en fait il en a 16, vous ne pouvez pas le savoir. Ça, on peut pas le savoir, en effet. Mais là, justement, il faut que la législation soit claire, soit plus claire, et c'est ce qu'on demande à ce niveau-là. Parce que vous ne pouvez pas demander de pièce d'identité. Pour l'instant. Et si vous dites oui, j'ai 19 ans, vous êtes obligé de le croire finalement. Dans d'autres pays d'Europe, comme le Luxembourg ou la Finlande, par exemple, on a tout à fait le droit de demander une pièce d'identité, et c'est finalement une bonne chose. Maintenant, encore une fois, la profession a ce pouvoir d'éducation, ce pouvoir aussi de créer un climat de confiance avec la clientèle. Il faut l'entretenir. Le Synorca, c'est aussi une de ces demande à ce qu'on utilise ce pouvoir de communication, à la fois vis-à-vis de nos professionnels, mais aussi vis-à-vis de la clientèle. C'est justement en créant ce climat de confiance que justement on puisse éloigner ces jeunes d'une consommation abusive d'alcool, parce que c'est bien ça dont on parle. Oui. Alors, je pourrais rajouter quelque chose. Je trouve que dans les cafés, pour les jeunes, il faudrait aussi que les boissons non alcoolisées soient moins chères, parce que moi j'ai souvent cette réflexion, c'est que les jeunes prennent une bière pression qui est moins chère qu'un jus d'orange. Alors ça pourrait être bien clair. Il y a aussi les bières sans alcool qui pourraient être proposées. Il paraît qu'en Espagne maintenant, il y a beaucoup de bières sans alcool qui sont proposées dans les. Alors pour répondre, ça pourrait être moins cher.
Mais étant moi-même restaurateur, je peux répondre très clairement, les ratios qui sont appliqués sur les eaux, les softs et les cafés sont bien moindres que ceux qui sont appliqués aux alcools. Donc de toutes les manières, je pense que là, ça reste quand même moins cher. J'ai des remarques de la part des téléspectateurs et des internautes qui nous ont envoyé ça sur le Figaro.fr. Quelqu'un qui nous dit est-ce que vous savez qu'en Suède, les restrictions n'ont jamais empêché les comas éthyliques chez les jeunes? C'est-à-dire que visiblement en Suède, ils ont essayé d'opérer sur des restrictions et ça marche pas du tout. Je pense pas que l'interdiction soit le meilleur moyen. De toute façon, les ivresses, c'est aussi bien aussi à domicile. Enfin, il y a beaucoup de fêtes à domicile qui sont aussi extrêmement dangereuses. Mais je pense que c'est un problème d'éducation, un problème d'information. Oui, parce que si on crée un climat de prohibition, on a très bien vu ce que ça donne. Ça crée justement une envie, un manque, et c'est justement là que se font les trafics. Je pense quand même ce qui est très bien, c'est d'interdire la vente des alcools dans les grandes surfaces pour les jeunes. Oui. Parce que on voit beaucoup de... Écoutez, l'autre jour, j'étais dans la rue, j'ai vu une fille très jolie, 23-24 ans, qui était avec sa bouteille de vin blanc en train de prendre la bouteille au goulot. J'étais quand même un peu affolée, quoi. Il y a quand même une nouvelle façon de s'alcooliser qui est un peu grave chez les jeunes. Je sais pas comment. Qui est un petit peu ostentatoire aussi. Par exemple, aux États-Unis où moi j'ai étudié, là-bas l'interdiction est à 21 ans et je peux vous assurer que ça n'a pas un effet positif, bien au contraire. Je veux dire, ça pousse aux excès. Les quelques moments qui sont finalement pour les jeunes des moments privilégiés de liberté, de détente, où on arrive à s'obtenir une bouteille d'alcool, on la consomme à grande vitesse parce qu'on est épié et je trouve que c'est complètement contre-productif. Donc là, en effet, sur l'interdiction, il faut faire extrêmement attention et travailler avec les professionnels en partenariat. Travailler notamment sur un syndicat comme le Synorca qui est leader, travailler à la communication. Dans les propositions de Roselyne Bachelot, il y a une mesure, et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, c'est l'interdiction de la vente dans les stations-service, de la vente d'alcool dans les stations-service. C'est vrai que c'est quand même bizarre que dans un endroit où on vient a priori en conduisant, on puisse acheter de tous les alcools, parce que c'est là qu'il y en a souvent le plus, du vin mais des alcools forts, et donc ça c'est quand même, à mon avis, le minimum, non? Whisky, oui, c'est incroyable, quoi. On a des retraites permis parce qu'on a des excès de vitesse, on n'a pas de retraite permise. Alors, que doivent faire maintenant les parents lorsqu'ils s'aperçoivent que leur enfant, qui a 14, 15, 16, 17 ans, s'est mis à boire régulièrement? Comment ça se détecte et quel est l'aspect psychologique de ça? Je pense que les enfants... D'abord les parents, mais c'est souvent difficile parce que les parents travaillent, ils devraient être peut-être plus présents quand les enfants rentrent de l'école, plus présents aussi lors de soirées, ne pas laisser la maison libre à toutes ces soirées en disant bon, on leur fait confiance. Je crois qu'il faut quand même un minimum de surveillance. Et puis après, avec les enfants, il faut essayer de parler avec eux, ne pas avoir peur non plus des sujets tabous comme le cannabis, l'alcool. Essayer d'en parler avec eux d'une façon un peu naturelle. Mais il faut aussi que les parents soient informés, parce que très souvent les parents n'en parlent pas, parce qu'ils sont pas informés ni des dangers, ni aussi des plaisirs pour les jeunes de prendre des risques. Tout à fait. Alors moi je rajouterais... c'est important surtout de ne pas briser les liens. On a tous, je pense, en tête le premier fond de verre de champagne ou la petite, voilà, le premier verre de vin que peut-être votre père ou un parent vous a donné pour goûter, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça fait, pour réveiller les papilles. Voilà, et pour justement appréhender le domaine. Et c'est comme ça que justement on arrive, je pense, à le maîtriser. Il faut pas enlever, alors je parle surtout des alcools peut-être les moins forts, les vins, le champagne, la dimension culturelle qui est importante et qui finalement, même si elle a ses risques et elle a des effets quand ça n'est pas maîtrisé. À la limite presque boire avec nos enfants de façon mesurée pour contrôler tout, pour pas en faire un tabou. Absolument pas, et pas punir forcément. Mais en tout cas ne pas briser le lien. C'est très important, je pense, car certains jeunes, je pense, ont vraiment envie de se défouler, de sortir, de surtout pas voir les parents, et c'est là où ça devient dangereux. C'est quand il y a le lien avec les parents qui est perdu, comme vous l'avez très bien expliqué. Est-ce qu'il faut agir vite?
Lorsqu'on s'aperçoit de ça, est-ce qu'il faut vraiment prendre il faut s'intéresser, il faut s'y intéresser, il faut questionner, il faut parler, il faut voilà. Et puis quand on a enfin bon, je pense pour les parents, s'ils ont des angoisses ou des peurs, c'est en parler avec des professionnels, c'est-à-dire des médecins, des psychologues, des professeurs, essayer de comprendre ce qui se passe avant de vouloir au lieu de vouloir interdire ou déjà s'informer, ne pas trop s'angoisser, mais quand même aussi savoir dire non, quoi. Dire non, ça suffit. Moi, je m'inquiète. Et puis parler aussi de soi. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer au sujet suivant, c'est de la politique. Et on va retrouver Denis Jambard et ses députés UMP, ses sénateurs également. Merci beaucoup. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, c'est une nouvelle petite musique qui se fait jour, celle des parlementaires de droite, une musique qui fait grincer des dents et les oreilles du gouvernement quand les godillots se rebiffent. L'analyse politique est signée ce soir Denis Jambard sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Denis. C'est vrai qu'on comprend rien du tout en ce moment. Alors, on a la droite qui vote avec la gauche contre les textes du gouvernement. On a la gauche qui vote avec la droite pour des textes du gouvernement. Ça, c'était à l'Assemblée. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un gros malaise, notamment dans la majorité, notamment à l'intérieur de l'UMP. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise en ce moment à l'intérieur de la majorité? Moi, je parlerai pas de crise, mais il y a un besoin d'exister. Qui exprime d'ailleurs au fond la diversité de cette majorité face à un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort. Le président de la République, il écrase tout à l'heure actuelle, à la fois en raison des circonstances internationales et puis par son caractère et sa manière de gouverner. Tout, absolument tout, se fait à l'Élysée. Et donc, on a des parlementaires qui ont envie de respirer. Puis je crois qu'on a changé d'époque, parce que les godillots se rebiffent. Je crois que les députés, depuis assez longtemps maintenant, et les sénateurs aussi, ne sont plus des godillots. Ils ont une existence propre, et ils considèrent d'ailleurs... C'est la structure des partis qui ont changé aussi. Oui, et puis si vous voulez, ils considèrent que leur élection, ils ne la tiennent pas simplement du président de la République. Et les élections locales montrent très souvent que c'est leur propre travail. Donc il y a une forme d'autonomie qui explique ils se rebiffent et en tout cas ils expriment leur point de vue qui n'est pas nécessairement conforme aux intérêts ou à la vision du chef de l'État ou du gouvernement. Est-ce que justement ce n'est pas un effet boomerang de ce qu'a prôné Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de l'ouverture? Nicolas Sarkozy a placé des ministres d'ouverture dans le gouvernement. Ça n'a pas plu, on le sait très bien, à beaucoup de députés et beaucoup de sénateurs. Et ben aujourd'hui, il se les prend en retour, ces ministres. C'est vrai, vous avez complètement raison. Et puis c'est vrai aussi que Nicolas Sarkozy, il cherche toujours à... Il y a toujours de la politique chez Sarkozy, toujours. Donc il essaie toujours de piéger l'opposition et de l'amener à voter avec lui aussi. Et donc si vous voulez l'ouverture, je pense que c'est une préoccupation permanente dans sa démarche gouvernementale, mais aussi dans sa démarche au Parlement. Du coup, en effet, les parlementaires de sa majorité, parfois, ils se trouvent piégés, pris à contre-pied. Ils se retrouvent à voter avec la gauche alors ils sont habitués à des clivages plus traditionnels. Et probablement, comme ils rencontrent leur électorat, comme ils rencontrent leurs militants, ils ont un retour, eux, de la base qui est plus contrasté, plus, si vous voulez, moins moderne, moins ouvert. Je dirais pas moins moderne, mais moins ouvert. Chacun est dans son, moins unanime. Chacun dans son camp. Tandis que Sarkozy, lui, son jeu, c'est de toujours brouiller les cartes. C'est-à-dire, vous savez, il y a une expression de Schnitzler qui était l'art de la politique, c'est de pêcher en eau trouble, mais on est encore mieux quand on brouille l'eau pour y pêcher. Voilà. Et Sarkozy, il cherche toujours à brouiller l'eau pour y mettre son fil, et c'est le maître du jeu. Cela dit, est-ce que tout le monde joue le jeu dans le cadre de la majorité? C'est vrai que ces jours-ci, le nom de Jean-François Copé est beaucoup cité pour avancer que, en fait, sans envenimer les choses, il fait rien pour les calmer. D'ailleurs, François Fillon était obligé de donner un coup de semonce, de reprendre un petit peu les choses en main. Jean-François Copé, c'est le seul qui ait déjà déterminé son destin. On sait qu'il a dit « je serai candidat à l'élection présidentielle en 2017, en 2012 », de manière assez gracieuse. Il laisse donc la possibilité à Nicolas Sarkozy de se représenter. C'est vrai qu'il fait tout pour apparaître comme l'homme qui sert de
contre-pouvoir ou éventuellement de recours face à Nicolas Sarkozy. Et qu'il utilise malgré tout son groupe parlementaire à ces fins-là. Et sans doute que il agite pas trop, lui, l'eau trouble, parce qu'il se ferait vite piéger là-dedans. Mais il n'empêche pas certains de l'agiter et ça lui permet au fond, de dire, écoutez, heureusement que je suis là, de jouer son jeu dans la partie qu'il y a en permanence entre le Parlement et Nicolas Sarkozy. Il est vraiment, d'une certaine manière, le contre-pouvoir parlementaire, en connaissant quand même la ligne jaune qu'il essaie de jamais franchir, parce que quand même, la foudre, elle est chez Jupiter à l'Élysée. Il y a aussi un autre paramètre qu'on n'a pas cité, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy a changé la Constitution pour transformer un peu le Parlement, pour redonner du pouvoir au Parlement. Maintenant, il a son Parlement avec son pouvoir et il l'exprime visiblement. Il a dit, voilà le nouveau jeu, ils ont dit chiche et il le joue. C'est-à-dire que, en effet, il faut jamais oublier ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale. Ce qu'il a fait, il a réformé la Constitution. Et l'axe de la réforme, c'était... et ce qui reste de cette réforme, c'était redonner du pouvoir au Parlement. Eh bien, on le leur a dit, eh bien, les parlementaires, ils le font. Et c'est assez légitime. Et ils expriment leur point de vue, leurs différences, face à un chef de l'État qui, de toute façon, lui, n'est pas toujours fidèle à lui-même, puisqu'il fait de la politique, pour revenir au début de notre entretien, avec l'ouverture, et il adapte sa stratégie en fonction de sa volonté de rassembler. Le chef de l'État, en plus, aujourd'hui, on voit bien, à travers les événements économiques, les événements internationaux, il essaie de jouer le rassembleur des Français. Et ça l'amène aussi à essayer de rassembler à l'Assemblée. Je pense qu'il a dû ouvrir une bouteille de champagne quand il a vu que les députés de gauche et de droite votaient la loi sur le Grenelle de l'environnement. Enfin, ça s'était jamais fait. Ouais, ça s'était jamais fait. Donc c'est vrai que c'est déroutant pour tout le monde. Mais enfin, Nicolas Sarkozy, tout au long de ce quinquennat, il passera son temps à dérouter tout le monde. Et donc, vous avez des parlementaires qui, de temps en temps, eux, essaient de retrouver le chemin traditionnel. Très bien. Merci beaucoup, Denis. On va passer maintenant à un autre sujet. Vous avez peut-être vu l'émission de David Pujadas hier sur France 2 sur les personnes âgées. Elle a fait un scandale et on va en parler justement. Hier soir à la télévision, les caméras cachées de France 2 dans une maison de retraite ont provoqué la colère de Valérie Létard, la secrétaire d'État aux solidarités, et mise en lumière le quotidien bien cru de certains établissements de personnes âgées. Retour sur une polémique avec, sur le plateau de Bouge la France, Albert Algou, il est écrivain, Alain Vassel, sénateur UMP de l'Oise, et Joëlle Le Gall, elle préside la Fédération nationale des associations de personnes âgées en établissement. Bonsoir à tous les trois. Je commence avec vous, Joëlle Le Gall, parce que vous étiez sur le plateau de David Pujadas hier, et c'est vrai qu'on a eu, je pense que c'est l'avis de tout le monde, on a eu des retours de cette émission. Nous, on pouvait pas l'avoir vu hier, puisqu'on était en direct en même temps, mais on a eu des retours, c'est vrai, qui étaient difficiles, parce que on avait l'impression que ce qui avait été montré était un peu tronqué, que c'était pas la réalité française. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a deux débats, deux choses qui font débat dans l'émission d'hier. Il y a le débat des caméras cachées et il y a le débat de la maltraitance. Juste deux mots sur le débat des caméras cachées. Depuis 2003, nous assistons régulièrement, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait une caméra cachée qui rentre dans un établissement. Ça a eu l'air de ne gêner personne. Comme par hasard, hier, ça a gêné. Je pense que ça a gêné parce que enfin, on a eu un vrai débat après. Enfin, pour la première fois, des professionnels, des familles, des gériatres se sont retrouvés, et une personne du gouvernement, la ministre Valérie Létard, nous sommes retrouvés pour nous expliquer et dire ce que nous ressentions. Et effectivement, là, ça change un petit peu l'histoire. Bien, alors le problème, c'est de savoir aussi si c'est ce qu'on a vu hier, c'est la réalité ou pas. Est-ce que ce sont les retours que vous avez, vous, en tant que sénateur ? Non, on n'a pas un retour qui laisse à penser qu'il y ait une situation aussi gravissime dans les établissements. Ceci étant, dire que la maltraitance passive n'existe pas, ce serait certainement mentir, mais ce qui vaut pour les personnes âgées vaut également pour les personnes handicapées. Je rappelle
que le Sénat avait lancé une mission il y a maintenant 3 ou 4 ans sur la maltraitance des personnes handicapées dans les établissements. Il y a un rapport qui est sorti et en s'intéressant aux handicapés, on s'intéressait de fait de même aux personnes âgées. Il y a certainement des faiblesses dans le mode de fonctionnement des établissements. La ministre l'a rappelé, un déficit au niveau de la qualification des agents qui travaillent dans ces établissements. Manque de moyens, manque de formation. Il y a certainement un manque de formation, sans doute aussi dans certains établissements un manque d'encadrement. La grille Patos devait régler ce problème, mais il faut reconnaître que en face de ça, il y a des problèmes financiers qui sont à régler. D'ailleurs, le Sénat s'y intéresse puisqu'il a mis en place une mission sur la perte d'autonomie des personnes âgées. J'en suis le rapporteur, Philippe Marigny en est le président. Nous y travaillons depuis plusieurs mois. Nous devrions rendre un rapport sur ce sujet au début de l'année. Alors, oui. Pardon, il y a, je crois, dans ce discours, il faut bien distinguer deux choses et que le grand public comprenne. Quand on parle de maltraitance pour le grand public, on parle de coups, on parle de violence. Dans les maisons de retraite aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que ce dont vous parlez, une maltraitance passive. Ça veut dire que c'est une maltraitance qui est due à des tas de petites choses qu'on a vues hier dans ce film et qui, mises bout à bout, font que la personne âgée, il n'y a plus aucun respect de sa fin de vie et que ça devient insupportable. Et c'est cette maltraitance dont il faut parler aujourd'hui, parce que cette maltraitance qui se passe dans les maisons de retraite aujourd'hui, malheureusement, c'est la bientraitance de demain, parce qu'elle va devenir tout à fait normale si nous ne réussissons pas à faire passer le message qu'il faut des moyens, qu'il faut du personnel avant tout et de la formation. Alors, on a invité Albert Algou parmi vous, qui est écrivain, qui est humoriste également, et qui a écrit un livre humoristique, c'est vrai, sur le carnet de retraite à l'usage des vieux. Mais pourquoi? Parce que Albert, vous avez aussi une vraie réflexion sur la vieillesse, sur les personnes âgées. D'abord, je m'en approche un petit pas. Donc, on est tous concernés de toute façon. Hein. Ça nous attend tous. Et je ne pouvais pas faire dans ce guide humoristique un guide de survie en maison de retraite. Et ça recoupe ce qu'on a pu voir hier soir, ce que tous, autant qu'on est, on a tous une personne dans notre famille ou d'amis proches qui a subi ces choses-là. Moi, récemment, dans ma famille, il y a des choses vraiment épouvantables. C'est-à-dire, il y a une euthanasie qui était son nom dans beaucoup d'établissements, même dans certains établissements hospitaliers. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et un truc que je ne comprends pas, c'est cette polémique autour de la caméra cachée. Des journalistes, moi je suis journaliste, vous êtes journaliste, j'ai ma carte de presse. Ce n'est pas du journalisme de mettre une caméra cachée. Mais les mauvais traitements, le manque de respect, la dénutrition, parfois la violence passive, mais aussi la violence physique, ça fait penser de tristes mémoires, de sinistres mémoires à ce qui s'est passé dans certains camps de concentration. Il faut bien le dire. Il y a un sort réservé à des vieilles personnes qui est abominable. Et si on avait eu des caméras cachées en 36-37 quand on faisait rentrer les opposants en Allemagne, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être ça aurait fait bouger les choses. Non, mais je veux finir là-dessus, c'est-à-dire que on dit quoi, une caméra cachée, c'est un scandale, c'est pas journalistique, mais s'imagine-t-on que si les mecs arrivaient à visage découvert dans ces institutions, on les laisserait rentrer et on leur montrerait la vérité? On ne leur montrerait pas la vérité. Donc, il était obligé qu'il y ait des caméras cachées. Moi, je pense que depuis 2003, on essaie jour après jour, de faire part du manque de moyens, de faire part du manque de personnel, de faire part de cette maltraitance passive que nous constatons tous. La FNAPAEF ne s'est pas créée par hasard. Et je pense qu'en plus, en France, les écoles qui forment les directeurs, qui forment le personnel des établissements, ne sont pas des écoles de maltraitance. Les familles à domicile n'ont pas une éducation de maltraitants vis-à-vis de leurs parents. Donc il y a bien quand même un épiphénomène et il y a bien de réelles questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Alors les 30 ans de retard, certes, mais nous n'arrivons pas à combler ces 30 ans de retard parce que la démographie nous rattrape sans arrêt. Donc on est dans la même situation d'année en année avec des personnes qui arrivent de plus en plus en perte d'autonomie dans les établissements et avec un manque de personnel évident et surtout un manque de formation. Alors, on parlait des caméras cachées, Alain Vassel. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre des caméras cachées de toute façon partout, même si parfois ça peut être utile pour avoir une vraie photographie de ce qui se passe. En revanche, il y a des contrôles, de l'ADAS en particulier. Pourquoi on a l'impression qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait le penser?
Je crois que vous avez tout à fait légitimement le droit de poser la question. Je l'ai posée moi-même pour ce qui concerne les établissements d'handicapés. Quand nous avons traité du dossier de la maltraitance, je pense que cette maltraitance passive, elle existe depuis de très nombreuses années dans la plupart des établissements, mais elle est très difficile à détecter. Le problème, c'est quand un inspecteur s'annonce, bien évidemment, chacun se met au garde à vous et essaie d'adopter un comportement vertueux. La caméra cachée a permis de révéler certaines situations qui sont vécues au quotidien, certainement par de très nombreuses personnes âgées qui ont du mal à s'exprimer sur le sujet, qui n'ont comme interlocuteur que leurs agents, et les agents eux-mêmes, souffrant d'une insuffisante qualification professionnelle, ne savent pas adopter le bon comportement à l'égard des personnes âgées et des handicapés. Je crois que de ce point de vue, la France souffre d'un déficit lourd. Valérie Létard a eu raison de dire qu'elle allait booster les crédits nécessaires à la formation des intervenants dans les établissements. Je crois que c'est une priorité essentielle. Et il y a des possibilités, il y a des crédits à la CNSA. Utilisons-les à bon escient. C'est bien d'utiliser ces crédits pour améliorer l'investissement dans nombre d'établissements, mais ce n'est pas suffisant. L'enjeu de demain, c'est de savoir mobiliser des moyens relativement suffisants, conseils généraux et État, pour permettre d'éviter que cette situation perdure. Mais je redis une nouvelle fois que c'est pas facile à détecter, c'est très insidieux. Et je pense qu'il faudrait la coopération des agents, des directeurs des établissements, des familles. Mais non, c'est pas facile. Juste Albert Algou, parce que au départ c'était fait pour être humoristique. Vous faites la liste, mais c'est la prétention d'être drôle. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans le reportage. C'est-à-dire vous mettez la liste des plaintes qu'on pourrait avancer à la direction. Alors, cocher en fonction de ce que vous aurez subi. Cocher pour ne pas avoir à subir ça. C'est exactement un manque de soins, repas servis froids, déshydratation, dénutrition, etc. On va pas tout citer, mais c'est négation de la douleur, carence grave de l'organisation médicale. Il y a un bouquin excellent qu'il faut recommander. C'est On tue les vieux chez Fayard, un bouquin qui s'appelle On tue les vieux de 2006. Des journalistes, un gériatre, et le constat, il est quand même effrayant, quoi. Il faut le dire. Je casse l'ambiance là. Non, vous cassez pas l'ambiance, au contraire. Vous mettez un peu de piment dans le. Je plombe mon propre bouquin. C'est justement en parlant. Et puis, je veux dire, c'est pas tabou. La preuve, c'est qu'on peut aussi je préfère dire ça que de faire le mariole, parce que c'est la situation est vraiment c'est épouvantable, quoi. Un pays comme le nôtre. Rebondir. Pardon, je vous coupe la... Excusez-moi. Je voudrais rebondir sur les DAS. Nous sommes bien placés, nous aussi, pour en parler. Parce que quand il y a des dossiers qui sont un peu compliqués et qu'on n'arrive pas, dans un premier temps, on cherche à communiquer avec le personnel, avec le directeur. Et de temps en temps, on s'adresse aux DAS. Mais les DAS, on s'aperçoit que le manque de personnel au niveau des DAS, il est encore plus cuisant que dans les maisons de retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait le constat que les DAS peuvent visiter un établissement une fois tous les 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de témoignages? Et en plus, ils annoncent dans l'établissement qu'ils arrivent. Donc, il y a un business de la gériatrie, c'est-à-dire ils se font du blé sur le dos des vieilles personnes, il faut bien le dire, parce que ça rapporte énormément. Il y a un business de certaines maisons de retraite qui va croître, parce qu'il y a de plus en plus de personnes. C'est une mine d'or, En plus, je voudrais ajouter une chose, et qui est une. Les sont pas là pour se défendre. Oui, mais bon, on sait que ça existe, on peut pas le nier. Ils sont pas là pour se défendre. Je pense pas que ça existe dans les parce que vous avez deux catégories d'établissements. Vous avez des établissements privés, les établissements conventionnés. Des établissements tout à fait honorables. Privés, effectivement, il y en a un certain nombre qui se font peut-être du blé avec le forfait hébergement. Mais dans les établissements conventionnés, je crois qu'il faut que les conseils généraux et l'État se posent la question de savoir si les moyens qu'ils mettent dans ces établissements sont réellement suffisants pour permettre un encadrement de qualité. Parce que des agents, il y en a. Mais il faut savoir les encadrer, ces agents. Ces agents, s'ils sont pas drivés, vous savez, la nature humaine fait que par moment, il peut y avoir de la relâche. Pardon, l'encadrement de qualité. Attendez. Aujourd'hui, quand vous voyez la situation des maisons de retraite, on le voyait dans ce film hier soir, il n'y a pas d'infirmière la nuit dans les 3/4 des établissements qui s'appellent établissements pour personnes âgées dépendantes. Ce qui veut dire qu'à partir de 18h, quand vous avez un coup dur, on appelle le SAMU, on appelle les urgences, la personne part aux urgences. Vous avez 2 personnes qui font manger 32 ou 34 personnes le soir. Alors, il faut aussi savoir ce qu'est une convention tripartite et ce qu'est une tarification tripartite. Vous avez le tarif hébergement
gens qui supportent l'administratif, qui supportent l'alimentation, qui supportent la blanchisserie, etc. Vous avez la dépendance au milieu, ça c'est le Conseil général, et qui se voit est passé de 50% à 70% au niveau de l'APA, de charge, et vous avez après l'assurance maladie. L'assurance maladie qui, en fonction du GIR moyen pondéré de l'établissement, vous dit vous avez le droit à tant de personnel. Alors, donc il y a une question quand même que je voulais vous poser, parce que c'est ce qui intéresse aussi les téléspectateurs. Vous avez parlé de la différence entre privé et public. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes quand on a des personnes âgées à placer? Non, mais bien sûr, j'allais y aller si on peut. Mais plutôt aller dans le privé ou plutôt aller dans le public? Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Ce n'est pas une question de privé ou de public. Le privé est certainement, je pense, plus cher que le public actuellement. Bon, je voudrais juste redire une chose. Coût moyen, je l'ai dit hier d'ailleurs dans l'émission, coût moyen d'une maison de retraite, coût moyen en France, 1700 €. Augmentation par mois, augmentation tous les ans environ, moyenne de l'augmentation, 5%. Par an. Là, vous êtes dans le privé, là? Non, je suis globalement. D'accord. Globalement, en France, si vous voulez, le coût moyen d'une maison de retraite, 1700 €. Augmentation moyenne d'une maison de retraite, 5% par an. Ce qui fait qu'en 12 à 15 ans, on double le coût d'une maison de retraite. Coût moyen d'une retraite, aujourd'hui, 1100 €. Augmentation des retraites, entre 1,5 et 2 points. Déjà, on voit la situation. Coût moyen d'un salaire aujourd'hui du français, 1550 €. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on aujourd'hui et que fait-on demain? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Ces tarifs-là sont plutôt des tarifs que vous trouvez dans la région parisienne ou dans la région où le coût du foncier est devenu extrêmement élevé, mais vous avez des établissements qui sont à des prix mensuels qui sont quand même inférieurs à cela. 1700 €. Ceci étant, il y a 1700 €. 1700 €, c'est le tarif le plus bas dans les EHPAD aujourd'hui. Le tarif le plus bas des EHPAD dans la région parisienne, Monsieur Vassal. Vous êtes à 3000, vous êtes à 4000. On est entre 2 et 3000. Écoutez, c'est le constat qu'on a. On peut vous les donner, les chiffres. On les a. 2005, 3000, 3005 € dans le privé. Et dans le public, l'établissement, par exemple, je pense, ne peux pas me tromper, de Pascal Chanvert doit être à 2000, 2200 €. La région parisienne est encore plus chère que la province. Très bien, merci beaucoup. Je remontre le livre d'Albert Alou. Enfin, c'est pas un livre, c'est un carnet de retraite à l'usage des vieux de la vieille, des baby-boomers, etc. Honneur à cet éditeur qui a fait les cahiers de vacances pour adultes de 17 à 77 ans. Merci à 107 beaucoup. ans. Merci beaucoup. En tous les cas, on va parler des banlieues maintenant avec Yamina Benguigui. C'est la mémoire d'un territoire que dépeint la réalisatrice Yamina Benguigui dans son film sur la Seine-Saint-Denis avant de retrouver celle qui est aussi l'adjointe au maire de Paris. Cet extrait de 9-3, mémoire d'un territoire où l'on apprend pourquoi les usines préfèrent le nord aux beaux quartiers. Dans les années 1840, il y a une volonté de faire de Paris une ville lumière, une capitale de l'Europe, une capitale intellectuelle, culturelle, commerciale, et pas forcément une capitale industrielle. Donc ce serait plus simple que ces industries soient au pourtour de Paris. La carte des établissements industriels telle qu'elle se fait, elle s'explique par le régime des vents, c'est-à-dire les vents n'amèneraient pas trop les odeurs des établissements du Nord-Est sur Paris. Et notamment, les amèneraient pas vers l'ouest de Paris. Et c'est surtout cet ouest-là qu'on a préservé. Cette banlieue parisienne, ces terrains du Nord et cette partie de la Seine-Saint-Denis sont des terrains plats, avec des nappes phréatiques importantes, avec la Seine. Donc on va pouvoir installer des usines dans des bonnes conditions. C'est une forme de territoire au sens géographique, physique, qui attire les industriels. Bonsoir Yamina Benguigui, j'étais en train de vous dire que j'ai appris beaucoup de choses en regardant ce film, et notamment parce que c'est quand même aussi le but, c'est d'expliquer pourquoi on en arrive à des quartiers qui sont de véritables poudrières. Vous montrez, vous faites beaucoup allusion aux émeutes de 2005. En plus, l'actualité nous a rattrapé ces derniers jours puisqu'on a montré les images qui sont passées à Montfermeil de cette intervention policière. C'est un des endroits où vous avez tourné, et ça commence, et on vient d'en voir un des extraits, avec une stratégie industrielle qui va entraîner beaucoup de choses. Oui. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée en 2005. Je venais de finir Le plafond de verre et j'avais fait une projection où les CRS avaient chargé la salle, ils cherchaient des émeutiers. Et puis j'ai entendu un cri qui est Tahrial 93, qui est un lien à la terre.
Et c'est vrai que, à la question que me posaient sans cesse les journalistes, alors qu'est-ce que vous pensez des émeutes, j'avais rien à dire. J'avais pas de réponse parce que je comprenais pas. Et là, ça a été un déclic pour moi de me dire quelle a été l'histoire de cette terre. Et c'est vrai que dès 1850, c'est une terre qui est choisie. Alors, c'est quelque part incroyable, mais c'est la naissance des temps modernes. C'est Paris qui choisit ces terres pour y implanter un nombre incalculable d'industries. En fonction des vents, ça a été dit dans le film. En fonction des vents, alors ça, plusieurs historiens vous diront oui, mais pas tout à fait. Mais il se trouve que c'est comme ça. Et ça devient le plus grand pôle industriel d'Europe. Mais avec tout le côté expérimental. C'est-à-dire que c'est une terre sacrifiée, dès le départ. Et c'est une terre infestée même après. Ben oui, mais c'est une terre de relégation sociale. C'est-à-dire ce sont les pauvres qui vont travailler. On va travailler, il y a un historien, Alain Faure, qui le dit très bien, qui dit on appelait ça les Cayennes. On y allait, on mourait. Et puis celui qui survivait, eh ben, il avait peut-être une chance de ramener de l'argent. Et les premiers qui tomberont, entre guillemets, pour le 9-3, ce sont les Parisiens, les Bretons, les gens du Limousin, et avant toute. Alors ensuite, justement, puisque l'une des explications, elle est aussi ethnique. Ça commence effectivement avec les Bretons, etc. Ensuite, il y a les Italiens, les émigrés espagnols, etc. qui viennent. Et puis après arrive la dernière immigration, c'est-à-dire les Maghrébins, c'est-à-dire les Antillais, les Africains. Et effectivement, aujourd'hui. Et c'est ce que vous essayez d'expliquer avec beaucoup de témoignages d'ailleurs, qui sont tout à fait objectifs, puisqu'il y en a des deux côtés, où ces gens expliquent comment on fait pour vivre ensemble, là, dans ces conditions-là. Oui, c'est-à-dire que d'une ségrégation sociale, on est passé à une ségrégation raciale. C'est-à-dire que c'est d'abord les plus pauvres, et les plus pauvres vont rester ensemble. C'est un ghetto. C'est un ghetto. On assiste à travers ce film, en tout cas, c'est vraiment la construction d'un ghetto. On ne se met pas naturellement, on ne va pas vers le plus pauvre parce qu'on se dit tiens je suis pauvre, je vais vers le pauvre. Non. Et on sent bien que même les HLM, même toute cette construction, l'urbanisme dans cette Seine-Saint-Denis, comment ça a été fait, mal fait. Oui, avec le plan Million. Le plan Million, on sait très bien qu'on ne va pas réussir à faire des appartements. Alors oui, faut quand même raconter ça, parce que le plan Million, c'est quand même très révélateur de l'état de ces habitations. C'est qu'à l'époque, il fallait faire des habitations pour 1 million d'anciens francs de l'époque. Oui, 1 million d'anciens francs. Il y a un grand problème de logement en France. Et tout va se dessiner dans le 9-3, c'est-à-dire qu'on va y construire 26 grands ensembles. Et avec peu d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui disent avec cet argent-là, on ne sait pas faire. C'est donné. D'abord, des architectes qui disent on ne sait pas faire, mais on va quand même faire. C'est la première fois aussi, c'est expérimental, des milliers de logements comme ça. C'est la première fois qu'on va construire des bétonneuses, des tas de choses. Et on sait, on court à la catastrophe. C'est-à-dire que on entend, même à l'époque, il y a un architecte, Candilis, qui dit bien, on ne sait pas. On fait, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. On tente. Et on sait très bien que dès que ces grands ensembles vont sortir de terre, ils sont déjà voués à la destruction. Alors mais ce qui est incroyable, c'est comment on n'a pas vu arriver tout ça. Comment on a... Vous m'avez dit tout à l'heure, je connaissais pas, mais non, c'est vrai. Mais voilà, pourtant c'est pas loin d'ici. Oui, voilà, c'est à 3 minutes à vol d'oiseau. Mais on y a toujours vu une histoire très spontanée, comme ça, d'une génération oui. Peut-être qu'on se disait aussi, c'est comme ça là-bas, sans essayer de comprendre ce que vous avez fait dans le film. Alors, il y a un autre extrait que je voulais montrer, parce que ça, c'est l'historique, un petit peu les explications chronologiques que vous avez données. Et maintenant, il y a la situation actuelle, avec des jeunes en particulier, qui ont du mal à expliquer, à comprendre ce qui leur arrive. On va écouter cet extrait. Moi, dans ma famille, il n'y a aucun de mes frères qui a fait de la prison, ni de problème judiciaire. Il y a toujours l'éducation de mon père, stricte mais droite. Et voilà, on a essayé toujours de s'en sortir au mieux. Mes frères, bac plus 5, bac plus 4, et ils sont allés à l'école jusqu'à ce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, et après ils ont arrêté. J'en ai un qui a cherché celui qui a bac plus 4, il a cherché du travail pendant 2 ans.
Il a rien trouvé. Il a fait, je crois, on avait compté en s'amusant la dernière fois, il avait fait 260 entreprises dans toute la France. Et il n'a pas trouvé de travail et il est devenu chauffeur de taxi. Et j'ai l'autre frère qui a bac plus 6, excusez-moi, pas 5, 6. Il a un master 2 en programmation info et gestion de réseau. Et lui, il a trouvé un bon travail, il a une bonne situation. Mais il a fallu qu'il mette une autre adresse et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a fallu qu'il mette une autre adresse. Il faut qu'il n'y ait pas que le 9-3 sur la lettre. Il a mis Vincennes. Il a mis Vincennes. Il a mis Vincennes, c'était plus chic. Alors là, on retombe dans vos thèmes que vous décrivez dans le plafond de verre notamment. C'est vrai que c'est la discrimination, c'est que ces jeunes... C'est la discrimination et la stigmatisation d'un territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Quand ils sont sur place, les entreprises ne les engagent pas parce qu'on se méfie. Et ils ne peuvent pas sortir du territoire parce qu'ils sont stigmatisés 9-3. Donc c'est une histoire de fou, c'est carcéral. Et c'était important pour moi de redonner une identité, une mémoire surtout, je veux dire une histoire. C'est l'histoire de tout un peuple qui a donné beaucoup pour la France. Expliquez-nous le paradoxe. Pour l'industrie. Ce paradoxe des jeunes et toute une population qui, vous le dites à la fin, qui est fière quand même d'habiter là, qui a pas envie de partir et qui est bien parce qu'ils ont retrouvé quand même, c'est leur racine, c'est là qu'ils ont passé leur enfance et en même temps, ils en ont un peu honte, ils mettent pas le nom sur le CV. C'est quand même un drôle de paradoxe. Oui, parce que alors déjà la dernière immigration est une immigration qui ne partira pas plus loin. Elle s'est arrêtée, elle est arrivée. C'est aussi une immigration qui est arrivée avec le regroupement familial. Donc à partir du moment où on déplaçait les mères, les femmes, on enracinait ces populations. Beaucoup ont bougé, mais là, elles se sont implantées définitivement dans le 93. Donc c'est à la fois quelque part génial, puisqu'on parle tout le temps d'intégration, donc là on parle d'enracinement, mais elles se sont enracinées dans quelque chose qui était déjà à détruire, dans quelque chose qui était déjà mort, c'est-à-dire, et dans quelque chose qui n'était plus du tout regardé par la France, ou simplement à travers les faits divers. Donc, ils sont à la fois fiers, mais on sait aussi tout le mouvement culturel, que ce soit le rap, le slam, tout ce qui est arrivé, tous les artistes qui sont sortis du 9-3. Mais il y a une telle pauvreté. Il y a eu un abandon, même si aujourd'hui on voit bien ce que tente de faire Fadela Amara. On sent qu'elle, d'abord elle connaît, elle est motivée, mais il faudrait vraiment l'aider énormément parce que. Vous pensez qu'elle n'a pas assez de moyens? Mais il faudrait qu'elle ait d'énormes moyens. Et les moyens, c'est ce que vous montrez un peu dans votre film. Les moyens, ça commence par la destruction des bars les plus vétustes pour rebâtir autre chose, pour donner une autre direction à ces sols. Bon, alors, il y a ça. Il y a deuxièmement la pollution des sols qui est très, très importante. Et ça, et qui remonte à loin, justement. Et qui remonte évidemment à très loin depuis 1850, 1870. Depuis aussi 1945, quand Saint-Denis a été bombardé. Donc, il y a des poches d'hydrocarbures, etc., qui ont pollué le sol très profondément. Donc, ça donne des cancers, ça donne des maladies, ça donne aussi toute il y a des endroits autour des grands ensembles où on ne peut pas faire de crèche, ça on le sait, on ne peut pas faire de centres médicaux, il y a des... Mais tout ça, on n'en parle pas. Tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est assez convoité. Aujourd'hui, le vrai paradoxe, c'est que c'est un des territoires les plus riches avec une des populations les plus pauvres. Donc ça crée une des tensions les plus importantes de France, vraiment. Alors, ce qu'il faut, c'est que... Il y a un foncier extraordinaire qui est tout proche de Paris. Le Grand Paris se jouera avec le 9-3. Enfin, on sait très bien que c'est par là que ça va se diriger. Moi, je plaide pour ne pas que l'on relègue plus loin ces pauvres. Et qu'on arrête aussi on dit qu'on ne fait pas de comptage ethnique, etc., mais que l'on dirige toujours les mêmes vers CHLM, vers Mais l'exploitation qui est faite autour du Stade de France, ces zones qui se reconstruisent maintenant, c'est une bonne chose ou pas? Bien sûr, non, mais ça c'est formidable. Mais maintenant, il faudrait vraiment... Parce que quelque part, ça repousse aussi. Non, mais si vous avez vu le film, vous avez entendu ces mamans, quand elles commencent à compter, à dire qu'est-ce qu'on veut. On n'a pas de centre commercial. Le petit jeune qui parle, il prépare Sciences Po, hein.
il se fait quand même contrôler jusqu'à 9 fois par jour. Et parfois 3 fois par le même Vous avez des partout. enfants, j'ai des enfants. Si mes enfants, je sais pas, s'ils se feront contrôler peut-être une fois dans leur vie, ce sera énorme. 9 fois par jour, parfois 3 fois par la même brigade, c'est juste pas normal. Et ça peut pas se passer à quelques kilomètres de la capitale. Voilà. Très bien, merci beaucoup Yamina Benguigui. Merci bien. On va terminer avec la FIAC et l'art moderne de manière générale. En pleine crise financière, la 35e édition de la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC, vient d'ouvrir ses portes à Paris. Foire de la modernité et parfois de la démesure. Judith Benamou est journaliste et spécialiste des marchés de l'art. Elle est ce soir la toute dernière invitée de Pierre Sled dans Bouge la France. Voilà, je vais prendre mon élan pour montrer ce livre qui est épais et que vous avez écrit, Global Collectors, des collectionneurs du monde. Oui. Parlons de la FIAC. La FIAC, c'est vrai que chaque année, on la guette. Et en temps de crise actuelle, on se dit, bon, ça va pas être comme les autres années, il va se passer quelque chose, rien ne va se vendre, rien ne va être visité, ça va être le cas ? Non, pas exactement. D'abord, il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont absolument passionnés par l'art et qui continuent à acheter, mais peut-être pas au même rythme. Cela dit, cette année, il me semble que la FIAC a une offre plus classique, avec des œuvres qui pourraient ressembler à des valeurs sûres, et donc en période difficile. Refuge. Voilà, exactement. Donc en période difficile, on peut se tourner vers ce qui ressemble à la grande culture, comme l'art moderne par exemple, les grands maîtres de l'art moderne, et il y en a à la FIAC. Il y a des toiles et des œuvres à acheter. De quel prix à quel prix à peu près ? Moi, je suis pas une représentante de la FIAC, non, mais c'est pour se donner une idée. Ce soir, j'ai entendu parce que c'est pas seulement une exposition, je veux dire. Non, absolument. C'est un lieu de consommation, c'est un lieu de visite. Moi, je conseille aux gens d'aller voir la FIAC, d'aller visiter la FIAC. Mais j'ai entendu ce soir un prix astronomique. À mon avis, c'est le plus gros prix de la FIAC. C'est 8 millions de dollars pour une toile de Jean-Michel Basquiat. Qui est pas mal quand même, hein. Ouais, et ça c'est le maximum. Et le minimum, ça doit être pour les gens normaux. Et pour les gens normaux, ça doit être 2000 euros. 2000 euros. 1500 euros, j'imagine. Mais ça c'est pas au Grand Palais, c'est à la Cour Carré du Louvre. C'est jeunes artistes. D'accord. Qu'est-ce qu'on va voir cette année ? Quelle est la spécificité ? Vous disiez qu'on vient à un certain classicisme. Oui. Alors, je pense par exemple qu'il y a un stand d'une galerie française où on voit des œuvres de Calder. Calder, c'est un artiste, un des grands artistes mondiaux de l'art moderne, et on voit là des mobiles, mais aussi des œuvres sur papier superbes et qui font partie de l'histoire de l'art. Il y a aussi beaucoup de dessins surréalistes qui sont intéressants, et ça c'est 50 000 euros. Alors ça intéresse les Français, ça intéresse aussi les étrangers. Ce sont les Anglais ou les Américains les plus fanats ? Non, et aujourd'hui, il y a moins d'Américains qui viennent en Europe parce que le dollar est même si ça se rééquilibre, ouais. Ça y est pas encore. Voilà, et désavantageux dans le change par rapport à l'euro, mais il y a beaucoup d'Européens et le marché de l'art. Les Russes, est-ce que là aussi je crois qu'il y a pas beaucoup de Russes. Et les Russes, ils ont perdu beaucoup d'argent et là ils sont encore sous le choc. Cette exposition, j'imagine que, enfin c'est pas une exposition d'ailleurs, puisqu'on peut acheter. On peut y aller même si on connaît strictement rien à l'art contemporain. Absolument. Mais moi, comment on comprend, comment on arrive à savourer, à éventuellement s'éveiller à cet art. La meilleure chose pour s'éveiller à l'art contemporain, c'est de commencer par les musées, évidemment. Hein. Il y a de très belles expositions en ce moment à Paris, exceptionnelles. Par exemple, Picasso et les Maîtres au Grand Palais. C'est une excellente introduction à ce qui fait l'histoire de l'art, c'est-à-dire que Picasso a été d'avant-garde, mais en s'inspirant toute sa vie des maîtres anciens. Et ça, c'est génial. Et du coup, on peut aller juste derrière au Grand Palais, voir la FIAC et comprendre que tout ça, une partie de ces artistes-là resteront dans l'histoire de l'art et sont la continuation de l'avant-garde de Picasso. Où se situe la place de la France aujourd'hui, dans l'art en général, dans le marché de l'art en particulier? Alors, l'art et le marché de l'art, c'est pas la même chose. C'est la nuance. Alors, si c'est dans l'art, je pense qu'il y a une perte
pertinence française dans la création contemporaine. Si c'est dans le marché de l'art, la France est à la traîne clairement par rapport à... La France n'est pas un grand pays consommateur d'art, ça a été un grand pays producteur et aujourd'hui c'est les États-Unis et la donne est en train de se redistribuer avec des scènes d'avant-garde en Allemagne, en Inde, en Chine et même curieusement en Iran aujourd'hui. D'ailleurs, dans les œuvres exposées, il y a beaucoup d'œuvres françaises, de Français. Ah oui, bien sûr. Parce que les Français achètent l'art français, les Allemands achètent l'art allemand, et ça c'est des priorités nationales, pas nationalistes, mais c'est une sorte de réflexe. Alors, on aime ce qu'on connaît, hélas. Il y a pas mal d'œuvres françaises, mais on sait qu'à l'étranger, les Français ont moins la cote. Ouais. Pourquoi ? D'abord, on peut pas avoir la cote tout le temps. Mais est-ce que c'est la règle? Est-ce que les Anglais ont la cote chez eux? Est-ce que les Français ont la cote chez eux? Les Français ont la cote chez eux aujourd'hui. Mais je pense que jusque à la Seconde Guerre mondiale, les Français avaient une sorte d'hégémonie en matière d'art qui durait depuis le 18e, depuis le 17e, depuis Louis XIV. Alors maintenant, aujourd'hui, la France est un pays moins puissant, moins consommateur d'art, peut-être moins créatif, un pays vieillissant. Comme c'est un marché, et qu'en ce moment les marchés se portent mal, est-ce que on peut considérer que ça peut être une bulle spéculative et qu'elle est peut-être en train de commencer à exploser ou pas? Est-ce qu'elle est solide? Ça c'est clair. À mon avis, il va y avoir des révisions sur le marché. Parce qu'on est très cher là, en ce moment. On était cher jusqu'en septembre. Il y a eu une grande vente Damien Hirst où l'artiste anglais lui-même a décidé de vendre aux enchères des œuvres récentes qu'il a vendues pour 120 ou 140 millions d'euros. Gigantesque. Ça a très bien marché. C'était le jour où Lehman Brothers tombait. Et il a quand même réussi à vendre tout ça avec succès. Depuis lors, les gens achètent moins, c'est clair. Et les nouveaux consommateurs de l'art sont menacés financièrement. Donc ils achètent moins. Les nouveaux consommateurs, c'est la Russie, un peu la Chine, beaucoup l'Inde. Et il existe beaucoup de spéculateurs. On a parlé beaucoup de spéculation à travers les banques et les revers occasionnés. Est-ce que ça existe aussi dans le marché de l'art? Ça c'est clair, c'est tentant. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui, lorsqu'on les achetait en galerie et lorsqu'on les revendait en vente aux enchères, des œuvres d'artistes permettaient de faire des plus-values extrêmement significatives. Du coup, il était tentant de faire de l'argent très rapidement de cette manière. Mais sur les jeunes artistes, on a peu de chances de se tromper parce qu'au pire, de toute façon, on achète les toiles évidemment moins chères et au pire, elle ne peut que prendre de l'argent, elle ne peut pas en perdre beaucoup. Si, bien sûr qu'elles peuvent en perdre. On peut perdre. Mais l'anomalie, c'est que dans les dernières années, en choisissant certains artistes, on pouvait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est ça qui a créé cette bulle spéculative, ça c'est clair. Un petit conseil pour ceux qui vous regardent et qui sont un peu plus spécialistes, qu'est-ce qu'il faudrait acheter en ce moment? Quel est le Français qui a la cote? Ah non, on dirait pas ça comme ça. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut acheter ce qu'on aime, mais il faut d'abord acheter ce qui vous... faut être renseigné aussi, parce que pour pas acheter n'importe quoi. Il faut acheter ce qui nous dérange un peu quand même, ce qui nous titille. Ce qui est trop facile, c'est pas bon. Il faut que ça gratte. D'accord. Très bien, ce sera la leçon de la soirée quand vous allez à la FIAC. Il faut que ça gratte. Merci. Merci beaucoup. Je remontre votre livre, Global Collectors, les collectionneurs du monde. 115 portraits de collectionneurs du monde entier. Voilà. Et que je vous recommande, bien évidemment. Merci Judith. Beaucoup. Merci d'être venue. On va regarder maintenant avec Saveria les unes des journaux de demain. Et oui, c'est l'heure de vos journaux, leur une et leur manchette des journaux qu'a lu pour vous Saveria Rojek pour Bouge la France. C'est la revue de presse. Nicolas Sarkozy au chevet de l'économie, c'est la une de tous vos quotidiens demain. Le président fait le coup de l'État pour Libération, fonds d'investissement, participation dans les banques. Le président se convertit au dirigisme, mais reste vague sur les moyens. La France verrouille son capital pour la Tribune. Le fonds d'investissement national va servir à protéger les entreprises françaises des appétits étrangers. Et puis à noter également la Chine qui tente de relancer sa croissance. Sarkozy au secours du capital pour l'humanité. L'humanité qui parle de mise à mort de la taxe professionnelle. Le fonds d'investissement public sera pour l'humanité au profit des grandes entreprises. Et puis à noter également le ras-le-bol des magistrats qui seront reçus demain par la chancellerie.
Et on termine avec La Croix et ce sondage. Les Français restent attachés à l'économie de marché, mais ils approuvent les mesures qui encadrent son fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup Saveria. On vous laisse parce que on se retrouvera lundi bien sûr en direct à partir de 22h. On salue Orséren Rosso, la réalisatrice de cette émission ce soir, Pierre-Henri Gergonne qui est un grand passionné d'art également, Jean-Baptiste Daoulas, Anaïs Jaunet et Xavier Lalu qui ont préparé cette émission. Un portrait de Gérard Larcher, le nouveau président du Sénat par Pierre Bon-Joseph. C'est juste après. Merci, au revoir. Le lundi 3 novembre, Public Sénat fêtera les 50 ans du Conseil constitutionnel avec un grand direct de 9h15 à 13h. Les événements politiques en direct et en intégralité, c'est sur Public Sénat, la chaîne d'information politique. Depuis le 1er octobre 2008, Gérard Larcher est président du Sénat. À 59 ans, il a 20 ans de moins que Christian Poncelet, son prédécesseur. Quasi inconnu du grand public, il est pourtant une des personnalités de la Haute Assemblée où il siège depuis plus de 20 ans. Il aura la lourde tâche de réformer une institution souvent critiquée. Retour en arrière, ce jour-là, les sénateurs UMP vont désigner leur candidat. Épilogue d'une campagne pour la présidence du Sénat qui a duré plus d'1 an, à l'abri des caméras et des micros. C'est parti, les bonnes nouvelles. Salut Jean-René. Quelques heures avant le vote, le candidat Jean-Pierre Raffarin va chercher les voix une par une. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac joue son avenir en politique et il sait le scrutin serré. C'est pour ça que tu viens là, d'ailleurs, Jean-Pierre. Ouais, écoute, je viens là parce que c'est là où c'est le plus près du public. Moi, je m'écrase derrière toi. Face à lui, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines et ancien ministre du Travail, un sénateur parmi les sénateurs comme il aime modestement se présenter. C'est deux candidats de très grande qualité et quel que soit celui qui sortira, ce sera un bon président. J'en suis persuadé. Le troisième, on sait très bien et je pense qu'il ne se fait pas lui-même trop d'illusions, qui est une candidature de témoignage. Le troisième homme, puisqu'il y a 3 candidats, c'est le sénateur de l'Oise, Philippe Marigny. À l'UMP, on aimerait bien éviter le syndrome du Parti socialiste et sa guerre des clans dévastatrice. Gérard Larcher souligne les convergences entre tous les candidats, sa partition favorite. Élu à 36 ans au Sénat, il compte sur son ancienneté pour battre ses concurrents. Merci. Vous voyez l'ambiance qui a régné ce matin. Je crois que notre groupe démontre à la fois sa capacité à fonctionner d'une manière totalement démocratique, amicale, comme nous l'avons toujours souhaité, et c'est bien ainsi. Ah, je me sens bien, mais il y a longtemps que je me sens dans une bonne dynamique, c'est ma nature. Pour la première fois, les primaires de l'UMP sont retransmises en direct à la télé. La droite sénatoriale veut jouer la transparence. Usage comme pour les courses de chevaux. Larcher 100 kilos, Raffarin 90. Chaque candidat à la candidature présente maintenant son programme. Jean-Pierre Raffarin n'est pas donné favori. C'est dire si son discours est important. Il se pose en recours face à la montée de la gauche. Dimanche dernier, les résultats qui nous ont été annoncés doivent nous conduire à avoir une grande détermination de mobilisation pour le Sénat et de modernisation de notre institution. Gérard Larcher lui s'adresse d'abord aux élus locaux et défend une institution malmenée. Il nous faut gagner la bataille de l'image. Oui, je veux un Sénat fier de sa spécificité. Moi, élu d'un département plutôt urbain, j'estime profondément moderne qu'en France, la seconde chambre représente d'abord les territoires, y compris les territoires ruraux pauvres en démographie. On le disait gagnant, mais personne n'aurait parié sur une victoire dès le premier tour. Gérard Larcher, le gaulliste social, a 22 voix d'avance. Une lourde défaite pour l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. C'était une belle finale et bravo aux vainqueurs.
Vous n'êtes pas déçu, monsieur? Bravo, vainqueur. Avec Gérard Larcher, ancien ministre du Travail, rodé à la négociation syndicale, l'UMP choisit l'homme du consensus. Indispensable lorsque l'on n'a plus la majorité absolue. Appartenir à un groupe n'est nullement incompatible avec la présidence du Sénat. Je vous demande d'interroger mes collègues de tous les groupes au moment où j'ai eu l'honneur de présider la Commission des affaires économiques. Et à ce moment-là, je pense que chacune des sensibilités a pu mesurer la manière dont je souhaitais qu'on puisse travailler. Et c'est cette manière-là que je souhaite faire partager au Sénat. À peine le temps d'être officialisé candidat de l'UMP qu'un autre homme surgit à droite. Alain Lambert, sénateur de l'Orne, entre en dissidence. Oui, je serai candidat. J'ai le 54 à placer là, Lambert, donc je le mets là-bas. 1er octobre, élection du président du Sénat. Les huissiers préparent l'hémicycle. Les anciens vont garder leur place et 12 places ont été créées pour 12 nouveaux sénateurs. Donc les collègues sont en train de refaire les étiquettes. Les conversations, elles, vont bon train. On disserte sur le nombre de candidats au fauteuil suprême. À cette heure, ils ne sont plus que 2, le socialiste Jean-Pierre Bel et Gérard Larcher. Alain Lambert a jeté l'éponge. Ce matin, il a annoncé opportunément son désistement. Monsieur Lambert a jugé qu'il était bon de soutenir la candidature qui est la mienne et dans une relation de confiance. Ne croyez pas que ça soit autre chose que des relations d'hommes et de confiance. 1 heure avant le scrutin, les enchères montent. Le groupe centriste se dit déterminé à présenter son candidat. Gérard Larcher s'isole pour passer des coups de fil. Pied à pied, il va négocier son exercice préféré. C'est là où il va, en approchant les uns et les autres, où il est capable de dire, écoutez, on n'est pas si éloigné que ça, il y a ça, 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 puis ensuite de trouver un consensus. C'est un homme qui n'aime pas les histoires. Pas du tout. Il n'aime pas les histoires, il n'aime pas les situations conflictuelles. C'est pas un homme de conflit. Et ça marche. À la sortie de la réunion du groupe centriste, évaporer la candidature de Michel Mercier en échange d'une promesse de vice-présidence. Il y a un seul candidat qui est M. Larcher, que nous soutenons. Le reste n'est plus alors qu'une formalité. Monsieur Gérard Larcher, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. Gérard Larcher est élu dès le premier tour, encore une fois. Avec lui, une nouvelle génération arrive aux commandes et ses premiers mots sont ceux de l'ouverture. Notre feuille de route commune est dense et sa mise en œuvre est urgente. Mon rôle consistera à ce que nous participions tous à sa mise en œuvre, que nous soutenions ou non la politique du président de la République et du gouvernement de la France. Attention derrière vous, s'il vous plaît, attention. À cet instant, le pouvoir change de main. Comme le veut le protocole, Christian Poncelet accompagne le nouveau président dans son bureau. Un moment émouvant. Je me suis rappelé, rentrant dans ce bureau, la première rencontre que j'avais eue avec un personnage qui s'appelait Alain Poher. Je pensais à eux, bien sûr. Mon père qui avait été un élu local, pour qui le Sénat incarne quelque chose de fort, le territoire. Je pensais aussi à mon épouse, à mes enfants, à mon petit-fils, pour tout vous dire. Je l'ai même pas dit, mais j'y pensais. Et je me disais que c'était un temps particulier de ma vie et de leur vie. Quelques jours après son élection, Gérard Larcher n'a rien changé, ou presque, du bureau de son prédécesseur. Voilà, ça c'est le château de Rambouillet. Vous voyez ? Et j'ai particulièrement apprécié samedi que les habitants d'un quartier me disent « Oh, vous avez sûrement pas la gravure de Rambouillet au Sénat et on vous la donne ». Et donc j'ai trouvé ça une marque parce que naturellement je resterai le maire de Rambouillet. Vous êtes attaché, Céline ? Ah oui, c'est au-delà du raisonnable, dit ma femme. Rambouillet, une ville à la campagne. Aux limites du département des Yvelines, c'est ici que le jeune vétérinaire Gérard Larcher et sa femme s'installent au début des années 70 dans cette terre de chasse. Il adore la chasse, mais vous savez, pas tellement pour tuer. Il aime tout ce qui est autour de la chasse, c'est-à-dire toute cette ambiance. Moi j'ai marché avec lui, c'est formidable. C'est un homme qui est bien quand il a les pieds sur la terre.
Et même dedans, hein, on a même été un petit peu crotté, comme on dit. Eh bien, Gérard est tout à fait à l'aise, rencontre les autres chasseurs. Au moment du repas de chasse, faut le filmer. Je vous conseille de prendre votre caméra et d'aller filmer un repas de chasse avec Gérard Larcher. Ce Normand passionné de cheval entre rapidement en politique, adhère au RPR en 1982 et devient maire de cette commune de 30 000 habitants l'année suivante. Un style fait de proximité et une rondeur qui séduisent toujours. On a fait 2 pages spéciales. Et là, donc, vous voyez, Monsieur Larcher à la tribune qui reçoit les ruraux. Il venait à peine d'être élu. Une dame a entendu à la radio. Elle est arrivée toute contente. Ah, Monsieur Larcher est élu. Je pense qu'il a de ce que devaient être les hommes politiques à une époque, quoi, hein, du temps d'Édouard Herriot, sur les 4e des gens proches des gens, la famille un peu radicale socialiste. Il réconcilie un peu avec les politiques dans le sens où il va au contact, il va voir les gens, il est proche des gens, et où il n'y a pas de dérobade, quoi. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, ce matin-là, le président a repris son costume de maire. L'entreprise Continentale qui fabrique des pneus menace de fermer son site Rambolitain. 382 emplois sont menacés. C'est une réunion importante parce qu'elle porte d'abord sur une entreprise de la ville de Rambouillet, elle porte sur la situation et l'avenir de près de 400 hommes et femmes. Et donc, c'est important parce que c'est leur avenir professionnel, c'est des incertitudes aujourd'hui, notamment dans la filière automobile. Et à chaque fois, ce sont des situations, des vies personnelles, des familles. Et donc, pour ma part, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est la fibre sociale de ce gaulliste. Et au moment où l'État fait son retour dans l'économie, lui ne cache pas son penchant pour l'interventionnisme. Quelque part, cette forme de capitalisme anglo-saxon qui ne connaît pour seule autorégulation que la crise pourrait être régulée autrement. Il y a longtemps que je le pense, je l'ai dit. On me disait de temps en temps que c'était la marque d'un ministre du Travail, mais je crois que c'est tout simplement la marque de quelqu'un qui croit à la fois à l'économie de marché, mais à la nécessité qu'elle soit régulée, qu'elle ait donc des règles claires et transparentes. Les syndicats ne s'y trompent pas et voient dans celui qui a négocié la loi sur le renouveau du dialogue social l'un des interlocuteurs les plus ouverts à droite. Il était dans le gouvernement, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il était ministre, hein, donc on a eu affaire à lui déjà en 2006, hein, donc je pense qu'il avait aussi là joué un rôle pour les salariés de Rambouillet. La dernière fois, il nous a permis de rencontrer Xavier Bertrand en particulier, et je pense que ça peut être très important dans l'évolution du dossier. Direction Paris, Nicolas Sarkozy a appelé en urgence les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour une réunion sur la crise financière. À bientôt. La relance cette nuit aux États-Unis du plan de sauvetage des banques avec le... Merci. Première manche dans la bataille de l'image du Sénat voulue par Gérard Larcher, rue François 1er. Et sur ce sujet, il y a beaucoup à faire. Pardon ? On est vigilant dans la presse. Aux mots, aux interprétations. Et là, le titre me plaît pas du tout. C'est quoi ? L'affaire de l'appartement de 200 mètres carrés de Christian Poncelet empoisonne le climat. Pour sa première déclaration sur les ondes, Gérard Larcher tente de calmer le jeu. Je me suis engagé hier à la transparence au-delà des mots. Transparence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que nos concitoyens seront informés des modes de fonctionnement de notre Assemblée, que je serai exigeant pour moi-même comme pour les autres, en n'oubliant jamais que nous sommes au service de la démocratie, au service du pays. Et c'est notre mission que nous assumerons. Nous serons un Sénat à la rencontre des Français et des territoires. Une fois par an, l'UMP réunit ses parlementaires. Devant le palais des congrès d'Antibes, quelques aficionados s'applaudissent les visages connus. Un baptême du feu pour le nouveau président du Sénat. Dehors, les journalistes ne parlent que de la crise financière. Au micro, l'homme du jour défend le bicamérisme. On marche avec deux jambes. On légifère mieux avec deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat, selon des voies différentes, sont proches des Français. L'Assemblée nationale est directement l'émanation de l'ensemble de nos concitoyens. Le Sénat, l'émanation de nos territoires et de leurs élus.
Cette légitimité est également constitutive de la nation. Retour au palais du Luxembourg, c'est au tour des vice-présidents et des questeurs d'être choisis. Première déception. Cette proposition envisagera de porter de 6 à 8 le nombre de vice-présidents de notre Assemblée. De nouveaux postes de vice-présidents vont être créés, un pour les centristes comme ils s'y étaient engagés, un autre pour les communistes. Au moment où la récession menace, l'augmentation du nombre de dignitaires passe mal. Pour ma part, je n'y étais pas favorable parce que je crois qu'il faut donner des signaux clairs aux Français au moment où les choses vont mal, les marchés financiers vont mal, le pouvoir d'achat est un enjeu premier pour toutes les familles. Je crois qu'il fallait être exemplaire. Le président s'est toutefois engagé à le faire à moyens constants. Pour ma part, j'y veillerai. Pour l'ouverture, la gauche devra attendre. Toutes les présidences de commission ont été confiées à la droite et au centre, comme auparavant. Alors il reste encore un certain nombre de décisions à prendre. Je ne pense pas que ça se soit fait aujourd'hui. Je pense à la délégation aux droits des femmes, par exemple, qui a été d'ailleurs présidée un temps par une de nos anciennes collègues socialistes. Et je pense que ce serait un acte symbolique puisque, visiblement, en ce qui concerne les présidences de commission, rien n'a bougé. Gérard Larcher se sait attendu. Les Français espèrent de la transparence, l'opposition parlementaire un partage plus équitable des postes clés. La majorité UMP, elle, a peur de perdre le Sénat en 2011. Pas simple d'être le président des 343 sénateurs. Je suis au carrefour du possible. Et donc je dois, avec mes collègues, avec les 343 sénateurs, assumer ce possible qui nous est ouvert dans les mois qui viennent. Premier geste, Gérard Larcher a emménagé au Petit Luxembourg, rompant avec son prédécesseur qui habitait rue Bonaparte. Il a choisi d'habiter 4 jours par semaine avec son épouse dans cet appartement de 80 mètres carrés pour mettre un terme à la polémique.